Et bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau chapitre, chapitre maintenant qui va porter sur la partie mécanique avec ce chapitre 11. Chapitre 11 qui va donc porter sur la description du mouvement. Donc je vous rappelle comme d'habitude les consignes. Je vais moi défiler le diaporama et vous, quand je vous pose une question, quand vous voulez copier quelque chose et que je vais trop vite, cette fois-ci vous avez un contrôle sur le professeur, tout simplement en appuyant sur le bouton pause. Donc c'est parti pour ce chapitre, la description du mouvement. Première question, où doit-on se placer pour décrire le mouvement des planètes? Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Et la réponse, bien entendu, c'est au cœur du Soleil. Deuxième question, on sait que Nîmes-Narbonne est à 144 km. Et la question que je vous pose, c'est quelle est la vitesse du train? 97,31. Donc là, la question est très simple. On s'aperçoit qu'il faut à peu près 1h30 pour faire Nîmes-Narbonne. On sait que la distance est de 144 km. Donc il faudrait faire 144 divisé par 1,5 qui est 1h30. C'est-à-dire distance sur la durée. Et on aurait la vitesse en km par heure. Par contre, pour la vitesse à Montpellier, la vitesse exacte qu'on aura à Montpellier, ici on n'a pas assez d'infos, donc ça serait strictement impossible pour répondre. Donc on va bien distinguer deux choses, une sorte de vitesse moyenne qu'on peut trouver, et puis une vitesse à un endroit précis. Par contre là, avec les outils qu'on a actuellement, ici sur cette photo, on ne peut pas le déterminer. Donc la première chose que je vais introduire avec vous, c'est le mouvement référentiel, à savoir la notion de mouvement. Donc en fait, il y a deux possibilités, soit le corps va bouger, soit le corps ne va pas bouger. Donc si le corps va bouger, c'est-à-dire qu'on le voit évoluer, on va dire simplement qu'il est en état de mouvement. Et si le corps, on ne le voit pas bouger, on va dire dans notre jargon qu'il est en état de repos. Mais pour dire que c'est en état de mouvement, en état de repos, et ben ça va dépendre tout simplement de l'endroit où on est. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous êtes assise à côté d'une personne dans le train. Cette personne-là, vu que vous êtes assise à côté d'elle dans le train, vous n'allez pas la voir bouger. Vous allez dire, tiens, elle est en état de repos. Par contre, vous imaginez quelqu'un sur le quai, et la personne qui est sur le quai, alors que le train se met à démarrer, va voir tous les deux bouger. Elle va dire, ah non, vous êtes en état de mouvement. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, pour décrire un mouvement, il va falloir qu'on définisse un objet de référence. Donc ici, l'objet de référence, c'est deux possibilités, soit c'est le train, soit c'est les quais. Et selon l'endroit où on est, on ne va pas dire la même chose. C'est pour ça qu'en physique, c'est très très important de définir un objet de référence. Donc ensuite, on va en déduire que le mouvement d'un point dépend du référentiel d'étude, c'est-à-dire de l'endroit où on va étudier, à savoir dans mon exemple, le train ou les quais. Et donc dans ce cas-là, on va dire que le mouvement dépend du référentiel, c'est-à-dire qu'il est relatif au référentiel. Il est propre à ce référentiel. Donc la première chose en physique, avant de décrire un mouvement, de dire ça bouge pas, c'est où tu te places. Et ça, on appelle ça le référentiel. Donc un référentiel, en fait, ça va être une sorte de repère, un petit peu comme en maths. Ça veut dire qu'il va être défini par une origine. Et ensuite, il va être composé d'axes en 3D, les axes X, Y et Z. Également, très important, vous voyez qu'il y a une petite horloge, parce que oui, on a besoin de savoir une durée. Donc en général, on va enclencher le chronomètre, à savoir l'horloge, dès que l'objet va se mettre à bouger. C'est-à-dire peut-être au départ, l'objet est au point O, peut-être, et dès qu'il va se mettre à bouger, on va mettre en route l'horloge. Ça veut dire, tiens, au bout d'une seconde, il a telle coordonnée. Au bout de 2 secondes, il a telle coordonnée. Donc il faut cette notion de 4 dimensions, à savoir les 3 dimensions, plus également la notion de temps. C'est ce que je viens de dire. Donc c'est important pour effectivement pouvoir repérer les dates. Donc voici les 3 référentiels, les principaux qu'on utilise. Donc un référentiel terrestre. Donc ça peut être n'importe quel objet sur Terre, à savoir ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir le train, le quai. Ça permet de décrire des mouvements qui sont sur Terre. Référentiel géocentrique, donc lui il est particulier. Géo, veut dire Terre en racine. Il faut que cette fois-ci, on va imaginer que l'origine, c'est le centre de la Terre. Donc là, ok, quel intérêt? Par exemple, c'est surtout pour étudier le mouvement de la Lune. Et enfin, un référentiel héliocentrique, c'est celui que je vous ai mis en introduction tout à l'heure pour décrire le mouvement des planètes. Dans ce cas-là, l'origine, c'est le centre du Soleil. Donc ça, c'est les 3 principaux référentiels qu'on utilise. Donc le terrestre, il y a plein d'exemples ensuite. Le quai, un train, un terrain de foot, la salle de classe. Tout ça, ça constitue des référentiels terrestres. Ensuite,
on va décrire la trajectoire d'un point. Donc ça veut dire que vous prenez un point, et puis au fur et à mesure qu'il bouge, il va faire une trajectoire, comme un ballon de basket que vous tirez, il va faire une sorte de trajectoire en cloche, et donc on va suivre la trajectoire de ce point. Donc on a plusieurs types de trajectoires, un cercle, une droite, une parabole, donc ça c'est tous les exemples qu'on peut citer dans la vie courante. Donc un mouvement, en gros, on va lui donner des adjectifs. Donc première chose, je vous rappelle, avant de dire comment est ce mouvement, première chose, on définit le référentiel d'étude. Et je vous l'ai écrit de nouveau en rouge, le mouvement dépend de la nature du référentiel choisi. Donc pour décrire une trajectoire, vous allez utiliser en fait deux séries d'adjectifs. Donc la première série, c'est la nature de la trajectoire, et la deuxième série, c'est l'évolution de la vitesse. Donc bien sûr, en cours, si on se retrouve en cours, j'aurais dit hey, donnez-moi des natures de trajectoire qu'on peut avoir, ou des évolutions de vitesse. Bon, ben là, c'est un peu plus, je vais me le faire tout seul, donc on va regarder ensemble les réponses. Donc en nature de trajectoire, on peut avoir quelque chose qui va tout droit, donc on dit que c'est rectiligne, en cercle, circulaire, et puis légèrement arrondi, ça s'appelle curviligne, légèrement incurvé en gros. L'évolution de la vitesse, bon là aussi c'est simple, soit on accélère, soit on ralentit, soit la vitesse ne bouge pas. Donc bah, quand ça accélère, et quand là, on a une vitesse qui diminue, ralentit là aussi, et puis pour dire que la vitesse ne bouge pas, on va pas dire constant, on va plutôt dire uniforme. Donc en gros, si je veux décrire un mouvement, il va falloir que je prenne un exemple dans la série 1, il y en a d'autres, hein, c'est juste quelques exemples, et un autre exemple dans la série 2. Par exemple, on peut dire, tiens, c'est circulaire uniforme, ou tiens, c'est circulaire accéléré. Maintenant qu'on a décrit comment est le mouvement, on va également parler, autre chose importante, de la vitesse. Donc il y a deux notions de vitesse. Il y a la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne, vous la connaissez depuis le collège, pour calculer une vitesse. On prend la distance qui est parcourue, et on la divise par la durée qu'on a mise pour parcourir cette distance. Par contre, attention aux unités, c'est pas les kilomètres et l'heure, il faut que la distance soit en mètres, et delta t, qui est le symbole un peu de la durée, hein, donc delta c'est la lettre grecque que vous connaissez, la lettre D grecque, et le temps en secondes. Donc ça veut dire si on n'est pas en secondes, si on n'est pas en mètres, il va falloir convertir pour être absolument en mètres par seconde. Mètre, seconde, moins 1. Pour la vitesse instantanée, c'est autre chose. C'est plutôt à un instant donné. Donc, je vous laisse copier ceci, puis ensuite je vais vous montrer un extrait du livre pour que vous puissiez comprendre. Mais il faut bien comprendre que, comme tout à l'heure à Montpellier, la vitesse qui était à Montpellier, c'était pas la vitesse moyenne du train. Je veux dire, pareil pour vous, vous courez, et puis à un moment, vous piquez un sprint. Quand vous piquez ce sprint, vous avez, ou même au football, hein, quand on parle de sprint des joueurs de foot, je veux dire, à un moment donné, ils ont une vitesse qui est plus grande. Cette vitesse qu'ils ont pile à l'instant T, on va parler de vitesse instantanée. Donc pour calculer une vitesse instantanée, on a besoin de savoir le mouvement de la personne. Et donc ça va être un peu plus concret ensuite avec l'exemple, je vous laisse noter, mais en gros, il va falloir calculer la distance entre un point, un instant précis, puis un point, un autre instant. On va mesurer ça avec une règle, et on va diviser par la durée que j'ai mise pour aller du point M au point M'. Donc ça, c'est la notion de vitesse instantanée. Ensuite, pour dessiner ce vecteur, là c'est beaucoup moins concret, mais voilà, en gros, pour dessiner ce vecteur, il va falloir aller dans la même direction et le même sens que les points M1 et le point M3. Donc je vous laisse copier ça, et puis ensuite je vais vous montrer deux exemples qui sont dans le livre. Donc là, c'est le diaporama en principe, il prend fin, c'est exact. Donc, pour expliquer ça, qui est peut-être la notion la plus compliquée à expliquer de chez soi, je vais vous montrer le livre. Donc le voici. Donc, par rapport au livre, vous êtes à la page 208. Donc, sur la page 208, on vous explique un petit peu. Je vais aller sur... Alors, il faut que je trouve le bon endroit. Voilà. Donc, page 208, vous avez ce dessin. Donc là, par exemple, vous avez un objet qui bouge. Donc, au début, il est au point M1. Ensuite, il est au point M2, il est au point M3. Qu'est-ce que vous dit le livre? Donc, sur la page 206, je ne sais pas si j'ai dit 208, donc c'est bien 206, c'est une durée entre les démarquages de 50 millisecondes plus tard. Ça veut dire que là, je suis à 0. 50 millisecondes plus tard, je suis au point M2, 50 millisecondes plus tard, je suis au point M3, 50 millisecondes plus tard, je suis au point M4, etc.
Si je veux calculer la vitesse au point 2, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer, je vais faire toujours la formule distance divisée par durée. Et dans l'idée ici, je vais prendre le point qui précède et le point qui suit. Le point qui précède et le point qui suit, et ça, je vais le mesurer à la règle. Je le mesure à la règle, et je vais mesurer une certaine distance. Ensuite, vous, ici, ce que vous allez mesurer, en l'occurrence, c'est par exemple, on va dire 7,3 cm. À la règle. Donc je vous laisse mesurer, et peut-être que vous allez mesurer 7,3 cm. Or ici, on vous dit qu'un centimètre correspond à 10 cm. C'est-à-dire que vous êtes à une échelle 1/10. Donc pour avoir en réalité ce qu'on a, il va falloir multiplier par 10. Car 1 cm fait 10 cm, donc ce que je mesure ici, je multiplie par 10. Ça va me donner, donc en réalité, 72,5 cm. Il faut que je le convertisse en mètres, et quand on a centi, il faut mettre 10-2. Vous savez que milli, je vous avais dit 10-3. Centi, c'est 10-2. Je vais diviser ensuite par la durée. Et la durée, eh ben ici, c'est 2 fois 50 millisecondes. Pourquoi? Pour aller ici, je mets 50 millisecondes. Et pour aller ici, je mets 50 millisecondes. Donc globalement, je mets 100 millisecondes. Vous entendez le préfixe milli. Milli, vous devez mettre 10-3 pour pouvoir convertir en secondes. Vous tapez ça à la calculatrice et vous avez ensuite 7,3 mètres par seconde. Ensuite, il va falloir dessiner ce vecteur. Donc, pour dessiner ce vecteur, ici, comment ça se passe? Déjà, pour le sens et la direction, ce vecteur, il faut qu'il soit dans le sens de M1, M3. C'est pour ça que M1, M3 en pointillé et V2, ils sont parallèles. Ensuite, il y a la longueur de ce vecteur vitesse. Vous devez faire ici le 7,3 divisé par 1,5. En faisant 7,3 divisé par 1,5, ça va vous donner un certain nombre de centimètres. Et ce certain nombre de centimètres sera la longueur du vecteur V2. Bon, j'imagine que c'est pas très clair. J'essaie de vous expliquer au mieux la notion de vecteur vitesse. Je vous remonte juste la dernière diapo. Donc je répète, pour pouvoir calculer une vitesse instantanée, on a besoin de courbes avec les positions des points successives. On va, en général, du point qui précède au point qui suit. Donc pour le point 2, on peut aller du point 1 au point 3. Et on va diviser par la durée qu'il faut pour aller parcourir ces deux points. Pour dessiner le vecteur, il faut qu'on soit dans le même sens que ces deux points. Voilà, le cours prend fin. J'espère que vous avez un petit peu compris ce cours et on se retrouve à très vite. Merci de votre attention et à bientôt.